Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi, oui, le samedi 29 juillet. Nous sommes déjà venus au dernier jour du mois de juillet. Alors aujourd'hui, à Talent de Femmes, nous allons recevoir une dame qui nous vient du Canada, qui va nous parler notamment de l'entrepreneuriat féminin, car oui, c'est son domaine. Et puis, elle va nous parler notamment aussi du sommet mondial de l'entrepreneuriat, car elle est conseillère notamment en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être au Cameroun et nous parler de ça. On sait qu'elle vient de la Colombie. Surtout, ne bougez pas. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun, sur l'application mycanal.fr et puis également sur le bouquet Cryolink au numéro 25. Ne bougez pas car nous allons vous présenter l'invité qui va nous parler de son parcours et puis ce qu'elle fait au quotidien, notamment inspirer les femmes, notamment les femmes immigrantes au Canada et peut-être pas, pourquoi pas les femmes d'Afrique. Alors sans plus tarder, nous allons présenter l'invité. Alors, nous sommes de retour, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons recevoir une étrangère qui nous vient du Canada. Vous savez, le Canada et le Cameroun, c'est deux pays du Commonwealth, dont des pays frères. Aujourd'hui, on parle l'anglais, le français. Alors, on reçoit quelquefois aussi des femmes qui viennent d'ailleurs, pas simplement du Cameroun, ce qui dénote un peu quelque part de la particularité de cette émission, car aujourd'hui, on parle du talent de femmes et les femmes sont toujours mises en valeur, notamment par ce qu'elles effectuent au courant de la journée et notamment ce qu'elles font au quotidien et par leurs activités. Sans plus tarder, alors accueillons l'invité qui n'est autre que Madame Léonore Duarte. Est-ce que j'ai bien prononcé Léonore Duarte? Oui, merci, Odile, merci pour l'invitation. Oui, c'est très bien prononcé. Oui, d'accord. merci. Comment on va? On sait que vous parlez espagnol, c'est ça? Oui, je Comment parle te vas? Muy bien, gracias. En qué ciudad? Yo soy de Bogotá, la capital. Ah, Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, sí. Ah, d'accord, ça c'est un très beau pays. C'est vrai qu'on connaît beaucoup plus la Colombie avec Shakira. Oui. Voilà, un Oui, peu. sí. C'est vrai qu'on a aussi connu Pablo Escobar. Hein? Ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est un pays quand même assez connu et qui, justement, a quelques similitudes, notamment climatiques avec le Cameroun. Quand on se rappelle que, n'est-ce pas, le monde était une plaque tectonique, il y a eu la séparation, voilà. Il y a le petit bout là, quand on recolle tout, on est collé avec la Colombie et le Cameroun. C'est comme si on était en Colombie. Voilà, tout à fait, parce qu'il paraît même que le climat, la nourriture, tout est pratiquement pareil qu'ici, là. Ce qui veut dire qu'en fait, le monde est un village planétaire. Hein. Exactement. On est dans le même hémisphère. Alors, la géographie, l'agriculture, c'est la même. Oui, c'est tout à fait, c'est pareil. C'est juste que bon, c'est le temps qui a fait que peut-être les civilisations soient différentes. Bon, entre-temps, voilà, on sait que vous êtes au Cameroun. Vous êtes conseillère entrepreneuriat au centre d'encadrement des jeunes femmes immigrantes. Alors, avant de commencer, c'est vrai que c'est toujours un peu notre petite tradition. L'invité se présente souvent. C'est vrai que vous n'êtes pas originaire du Cameroun, mais ça fait toujours plaisir de recevoir les femmes qui viennent d'ailleurs, notamment, et qui viennent nous éclairer dans le domaine de l'entrepreneuriat qui est très prisé au Cameroun aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous commencez vos études? Pourquoi travailler dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ont dit vos parents quand vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine? Oui, merci. Et, tout a commencé en Colombie. Tout mon parcours professionnel, c'était en administration, marketing, en pédagogie. Oui. L'entrepreneuriat, c'est au Canada que ça est venu. C'est une idée qui a émergé parce que c'est vraiment difficile quand on commence dans un pays que ce n'est pas le nôtre de tout ça. Oui. Alors, c'est dans la recherche d'emploi. Moi, j'ai une faiblesse que c'est l'anglais. Je ne parle pas anglais. Oui. Et le marketing, l'administration des affaires sans anglais, Oui. C'était juste l'espagnol et le français. Alors, j'ai commencé à... Il y avait l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord et Mexique. Ah, d'accord. Et j'ai profité de ça et je me suis dit, probablement avec mon expérience et mes qualifications, commerce international, marketing, administration des affaires, et il y avait beaucoup d'entreprises qui cherchaient des personnes pour apprendre l'espagnol. L'espagnol des affaires, et c'est comme ça que je suis devenue travailleur autonome. Oui. J'ai créé mon entreprise des cours d'espagnol. Ah, c'était en quelle année ça? 80,
99. 99. Oui, je suis au Canada depuis 30 ans. Ah, 30 ans, c'est beaucoup, hein? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mhm. Mais j'ai toujours travaillé dans les entreprises privées. Mhm. Et, Ah, vous avez travaillé beaucoup plus dans le privé. Oui. Et c'est plus facile là-bas que dans l'administration? C'était dans l'administration, mais dans les entreprises privées. Ah, les c'est quand entreprises je privées. suis arrivée au Canada que j'ai eu la chance de rencontrer Mahana Lende, que vous avez vu hier. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est juste par hasard que c'est passé. J'ai eu une amie qui me disait j'aimerais ça apprendre à trouver un emploi. Et moi, en regardant, en lui expliquant comment ça fonctionnait, alors au CESFI, Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, et cherchais un professeur en éducation de la petite enfance et lancement d'entreprise en entrepreneuriat. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis présentée, c'est comme ça que j'ai commencé à être enseignante en entrepreneuriat et en éducation de la petite enfance. Oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus dans le centre d'encadrement des jeunes femmes immigrantes. Pourquoi les femmes immigrantes? Pourquoi vous avez choisi ce genre de personnage? Parce qu'on voit quand même les femmes simples qui y vont et qui viennent, mais les femmes immigrantes, on sait que le Canada, c'est un pays qui accueille beaucoup d'immigrés et qui justement veut peupler toutes ces parcelles du terrain. Pourquoi les femmes immigrantes? Parce qu'en étant une femme immigrante, j'ai vu les enjeux, la difficulté de pouvoir s'impliquer et de faire valider tes acquis, tes compétences, tes diplômes. Et moi, j'étais chanceuse parce que je suis arrivée d'une façon différente. Oui. C'était par amour. Ah, d'accord. Toujours l'amour. Hein. Ça nous fait faire des choses. Je suis arrivée au Canada pour ça. Mais je me suis impliquée dans les centres parce que la mission est vraiment pouvoir aider ces femmes qui arrivent, on les sait absolument toutes, je suis. Des fois, ce sont des femmes qui arrivent tout seules, sans famille, sans aucun repère. Ah, sans famille, sans repère? Sans rien. Et alors, il arrive, il ne parle pas la langue. Ah là là. Et alors, en commençant pour ça, il ne sait pas quoi faire. Alors, nous, on reçoit ces femmes et on les enseigne. On va s'inscrire dans les langues françaises ou anglais, mais on est dans la province du Québec, on parle français. Alors, c'est la langue officielle, c'est le français. Oui. Ah, d'accord. Le reste du Canada, c'est anglais. Et alors, on les accompagne et c'est vraiment important pour ces femmes-là, ces filles-là, d'avoir une oreille, quelqu'un qui écoute. Et nous, on est là pour les aider, les accompagner. On fait le référencement. Si, par exemple, ils ne trouvent pas un endroit où habiter, on va chercher un endroit où habiter. On donne les dépannages alimentaires. Alors, c'est toute série de services pour pouvoir aider ces femmes à se vivre au Canada. Et alors, je trouve que c'est vraiment génial. Et le meilleur, c'est qu'à la fin, qu'une femme te regarde et te dit « Merci beaucoup, vous avez changé ma vie ». Oui, alors, ça c'est la meilleure des récompenses. Hein? Oui, exact. Oui, effectivement. Alors surtout la cause des femmes, ça me tient à cœur. Ah ben écoute, vous êtes un talent de femme, vous allez nous dire pourquoi la cause des femmes vous tient autant à cœur. Vous savez qu'en Afrique, on a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais comme on le dit toujours assez souvent, c'est pas souvent un entrepreneuriat qui peut-être change la société, c'est souvent beaucoup plus pour la subsistance, pour s'occuper des familles, pour peut-être nourrir, s'occuper, s'habiller, manger. C'est pas réellement ça qu'on appelle peut-être entrepreneuriat dans un sens conventionnel aussi. Alors, pourquoi est-ce que selon vous, les femmes africaines, certes, elles sont les plus grandes entrepreneurs dans le monde, mais aujourd'hui ne se démarquent pas notamment par rapport aux autres femmes entrepreneurs d'ailleurs? Bon, il y a différentes causes. Une, c'est la discrimination. Ah, la discrimination. Oui, il y a discrimination au niveau international pour les femmes noires. Oui. Et moi, j'ai connu beaucoup de femmes qui arrivent au Canada et qui sont excellentes entrepreneurs, avec vraiment des business, des affaires, que c'est juste les aider à se structurer. Et j'ai remarqué ici qu'il y a, je ne m'attendais pas à ça, mais pour le Cameroun, c'est vraiment important l'entrepreneuriat. Oui. J'ai visité mercredi les centres professionnels. Le centre de promotion des femmes, de la promotion de la femme et de la famille, les centres de formation professionnelle. Tout à fait, Yaoundé 6, ouais. Alors, j'ai vu cette
quantité de femmes, de jeunes femmes qui sont prêtes à apprendre un métier pour pouvoir créer quelque chose. Tout à fait. Alors, et c'est comme ça, on doit avoir juste une idée et après, avec la structuration, l'accompagnement, la formation, probablement ça va devenir grand. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué avec ces femmes que vous avez certainement visité le centre? Il y avait plusieurs styles de formation. Qu'est-ce que vous avez remarqué de spécial de ce côté? La persévérance et le dynamisme. Et j'ai pensé que c'était quelque chose que que c'était le gouvernement qui subventionnait. Le gouvernement subventionne parce qu'elles payent une modique somme de 50 000 francs. Et après, oui, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, complète le reste. Et puis après, ils font des stages après avoir fini la formation. Et à l'époque, je crois qu'on leur octroyait une somme de 200 000 francs CFA pour qu'elles puissent se lancer et puis peut-être rembourser. Mais comme vous savez, la situation du pays fait que certaines femmes n'arrivaient pas à s'intégrer et puis ne remboursaient pas l'argent. Et ça faisait donc un trou dans les financements. Donc aujourd'hui, le gouvernement se limite pour l'instant à financer le reste de la formation. Mais néanmoins, ça aide beaucoup de femmes parce qu'après la formation, on a des ateliers de couture qui sont ouverts, on a effectivement des maisons de décoration, on a des maisons, des gens qui travaillent en hôtellerie. Il y a la demande qui est forte aussi. Et il y a le Fonds national de l'emploi qui des fois les recrute, qui les appelle et puis on les propose dans plusieurs entreprises. Oui, j'ai remarqué ça. Vraiment... Oui, le seul souci, peut-être, certaines femmes aussi n'arrivent peut-être pas à avoir la somme de 50 000 pour se former. Vous voyez, il y a des femmes qui sont peut-être des maisons, des familles défavorisées, qui après un moment donné n'arrivent pas à trouver 50 000 pour payer la formation. Parce qu'il faut venir prendre le taxi, rentrer, peut-être acheter du matériel de formation. Tout ça, c'est pas souvent très évident. Donc c'est pour ça que le gouvernement s'attelle à pouvoir aider ces femmes à pouvoir se réinsérer, comme on dit souvent, donner une seconde chance aux femmes. Mais elles sont beaucoup aussi qui se démarquent dans toutes les 10 régions d'ailleurs, puisqu'il y a 116 centres de formation dans tout le Cameroun. Ça, c'est vraiment quelque chose que le gouvernement fait pour les femmes. Voilà. Et alors, vous, étant au Cameroun, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on pourrait avoir des accords de partenariat, de collaboration entre peut-être le Canada, vu que vous faites partie des gens qui ont organisé ce sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin, entre le Cameroun et peut-être le Canada à travers justement l'entrepreneuriat? Oui, je pense que c'est pour ça qu'on fait le sommet. Le but du sommet, c'est pouvoir inclure au niveau mondial tous les entrepreneurs avec ces expériences et un partage d'apprentissage, de compétences, d'expériences. Et aussi une rencontre avec des personnes, des entrepreneurs, des grosses entreprises qui peuvent, dans un moment donné, faire des partenaires d'affaires. Alors, non, je pense que oui. Probablement, ça va être la première, une des choses les plus importantes, c'est pouvoir se faire connaître pour le Canada, faire connaître leurs produits et probablement on va avoir des partenariats qui sont en train d'attendre ça. Bon, vous savez, ici aussi, il y a ce problème de financement. Est-ce que selon vous, le Cameroun peut aider à trouver, le Canada, pardon, pourrait aider à trouver des financements à certaines femmes, peut-être ici, qui ont peut-être des projets d'entrepreneuriat ou bien qui se sont déjà lancés, mais qui ont besoin d'un appui, par exemple? Je ne sais pas, parce que ça, c'est à niveau politique. Ah, c'est au niveau politique. C'est le gouvernement qui donne du financement et qui aide les pays émergents. Et, parce que les centres, nous, on ne donne pas de financement. On va accompagner les entrepreneurs à rencontrer les personnes qui donnent du financement, mais selon la loi canadienne, vont aider seulement les Canadiens. Ah, seulement les Canadiens. Mais pourtant, je probablement, c'est avec les partenariats. S'il y a un partenariat avec une grande entreprise, et probablement au niveau privé, ils vont pouvoir faire des alliances et pouvoir financer leurs projets. Alors, vous allez participer du 22 au 24 au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui va se dérouler au Canada. Je crois que parmi les activités, il y a justement la recherche des bailleurs de fonds. Vu qu'il y a plusieurs pays qui vont participer, notamment le Cameroun, il y a déjà même une marraine camerounaise qui ira à ce sommet et peut-être beaucoup de gens qui vont s'inscrire. Ben là aussi, on va parler également des financements toujours aussi, parce que les bailleurs de fonds ne vont pas simplement financer le Canada. Exact, c'est ça qu'on aimerait. Oui. C'est pour ça que Manalende fait les tours des pays et rencontre les personnes en charge politique. Parce que c'est
c'est au niveau gouvernemental qu'on peut avoir une aide dans les pays aux femmes entrepreneurs. Alors, je pense qu'avec les gouvernements, ils vont pouvoir faire des alliances de financement pour pouvoir aider ces femmes. Mais alors, disons-nous un peu la vérité. Si aujourd'hui il y a des femmes qui peut-être nous écoutent et souhaiteraient participer à ce forum, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Dans les forums, s'inscrire. Et le forum, c'est lequel? Parce que là, on n'est pas au courant. Vous êtes là pour communiquer aussi. Dites-nous un peu. Oui. Alors, le Forum mondial de l'entrepreneuriat féminin, inclusif et innovante, que ça va être à Montréal, Canada. Et la finalité, c'est pouvoir inviter tous les entrepreneurs de n'importe quel niveau d'entrepreneuriat afin de partager, de s'inspirer, de connaître, de faire du réseautage, parce que c'est en faisant du réseautage qu'on se fait connaître, reconnaître notre entreprise, et créer des liens économiques, financiers au niveau international. Nous, au Canada, on va inviter les différentes instances gouvernementales, municipales, provinciales et fédérales. Et probablement, il va y avoir des bons résultats. Ça va être notre première forum mondial. Alors on attend. C'est un grand challenge. Oui. Il y a combien de pays qui vont participer? Maintenant, il y a la République démocratique du Congo, et la France, Belgique, Suisse, et la Colombie, le Mexique. Ici, il y a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Cameroun. Il y a un autre pays que j'ai oublié en Afrique jusqu'à maintenant. On a déjà des inscriptions de ces pays-là. D'accord. Alors, sans plus tarder, c'est vrai que le temps nous est imparti. On va prendre déjà une première vidéo qui parle notamment toujours d'entrepreneuriat. Comme ça, Madame Lende va nous faire une petite analyse après cette vidéo. Côté au Canada, pour les femmes immigrées, vous qui travaillez avec la CEJFI. Oui. Et il faut accompagner les filles. Nous, vous les aidez à monter les projets, vous aidez à monter les plans d'affaires. Et puis aller dans les banques, vous travaillez avec certaines banques. Et oui, on a différents organismes que les gouvernements financent pour financer les entrepreneurs. Ah, d'accord. Alors, une fois que les filles sont prêtes, et avec leur plan d'affaires, son modèle d'affaires, on les donne aussi des cours de comment parler, comment faire un pitch de vente. Parce que ça, c'est vraiment important. Donc, on travaille sur le leadership, vraiment le mindset. Important. Oui. Parce que si tu ne sais pas te présenter, ça peut être très bien, mais tu peux... Oui, il faut convaincre, en fait. C'est ça, il faut convaincre, il faut avoir justement de la verve. Oui. Pardon. Et alors, on va envoyer les filles, on va prendre un rendez-vous, on a une femme entrepreneur de telle entreprise, elle aimerait avoir du financement, alors prendre un rendez-vous et on les laisse montrer et c'est comme ça qu'ils vont avoir le financement. Il y a des concours aussi. Ah, des concours, d'accord. Oui, différents concours que vont avoir. Nous avons plusieurs filles qui se sont démarquées et qui maintenant sont très connues et commencent à grandir. Et les concours sont organisés pourquoi? Pour motiver, c'est pourquoi les concours? Les concours, c'est pour motiver l'entrepreneuriat des femmes et leur dire, regarde, c'est pas compliqué, si tu fais bien les choses comme il faut, on va te donner de l'argent. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de financement. Beaucoup évoquent aussi l'éducation financière. Est-ce que ça fait partie un peu de vos activités? Oui. Oui. Ça se passe comment? Dans les plans d'affaires, c'est pas juste l'étude des marchés, la commercialisation, les ressources humaines, parce qu'on va enseigner la gestion des ressources humaines, la gestion opérationnelle, la gestion des ressources structurelles et la gestion financière. Alors, les filles vont apprendre la base de comment faire un budget financier, qui soit le plus réaliste possible, parce que c'est la première fois, ils ne savent pas combien de ventes on va faire. Mais on les accompagne et s'ils font des chiffres réalistes, alors c'est comme ça qu'ils vont obtenir un financement. Ah, c'est bien d'être au Canada. Hein? Voilà, il y a le gouvernement qui vous accompagne. Vous avez justement vraiment des centres comme le centre d'encadrement des jeunes femmes immigrantes. C'est vrai que nous avons reçu hier ici Madame Allende qui a parlé justement de plusieurs centres même qui existent. Parce que même quand elle arrivait, elle a dit il y avait plusieurs centres. Mais moi, ma particularité, c'est que je me suis arrêtée sur les femmes immigrantes, celles qu'on avait oubliées, peut-être qui aujourd'hui, qui ont des capacités mais n'avaient personne pour les aider. Et qui aujourd'hui sont devenues de grandes femmes
d'affaires, car avec la volonté, et on travaille, tout à l'heure vous avez évoqué le mindset, travailler le leadership féminin pour s'exprimer, comment défendre un dossier. Oui, parce que quand on reçoit ces femmes, on remarque qu'elles n'ont pas beaucoup d'estime de soi. Alors, quand on émigre, même si on a dans notre pays une bonne estime de soi, parce qu'on a ses amis, sa famille qui te supportent. Oui. Quand on change de pays où tu ne connais personne. On sort de ces insécurités. Alors, voilà. Alors ça fait que ton estime de soi baisse. Et alors, c'est quelque chose qui est vraiment important. Oui. Alors nous, on donne de l'aide psychosociale et on fait des ateliers pour pouvoir augmenter l'estime de soi. Une fois que les filles se sentent bien confortables, c'est comme ça qu'elles vont réussir. Je pense que aussi c'est la passion. Si dans son idée, nous, on va promouvoir la création de son propre emploi. Parce que si on ne peut pas trouver autonomiser un emploi, la femme, elle devient autonome. Voilà. Exact. Qu'elle devienne autonome, elle va créer une entreprise et en plus, elle va pouvoir donner de l'emploi. Alors, mais pour ça, il faut avoir la passion, il faut être persévérante. Et parce que quand on se lance en affaires, on ne devient pas riche. Il y a beaucoup de filles qui pensent, je vais avoir une entreprise, je vais commencer dans un an, je vais devenir riche. Et non, alors c'est 2-3 ans pour se faire connaître, pour connaître bien les produits, pour connaître les besoins de la clientèle. Alors ça prend du temps, mais pour ça, il faut être persévérante, il faut être passionné. Nous avons aujourd'hui Madame Léonore Duarte qui nous donne des conseils, des petites astuces pour réussir dans ce domaine qu'est l'entrepreneuriat et qui est très prisé notamment par les femmes camerounaises et même africaines. Et aujourd'hui, avec son expérience, nous savons que votre entreprise où vous travaillez, le centre d'encadrement des jeunes femmes immigrantes, a été ouvert en 2000. Je ne sais pas quand vous avez commencé à travailler déjà là-bas. Je ne sais pas quel est le nombre de femmes, déjà la question que je vais vous poser, que vous avez déjà eu à former et qui aujourd'hui s'en sortent. Beaucoup. Et déjà, juste moi, parce que quand j'ai commencé à donner les cours d'entrepreneuriat, on avait 4 professeurs. 4 professeurs, d'accord. Et seulement moi, j'ai formé plus de 3600 femmes. 3600 femmes en combien d'années? En 8 ans. En 8 ans, d'accord. C'est beaucoup, hein? Oui. Alors aujourd'hui, quel est le pourcentage de femmes qui ont ouvert leurs entreprises, qui ont réussi, qui reviennent vers vous, vous disent merci? 25%. Ah, 25%? Oui. Ah, d'accord. Et elles sont toutes au Canada ou bien certaines sont allées ailleurs? Non, on a plusieurs filles qui trouvent que le système canadien est excellent. Et alors, ils viennent à la formation, ils prennent les idées, ils disent, je vais faire ça chez moi. Ah, d'accord. Alors, ils partent au Cameroun, ils partent en Côte d'Ivoire, leur pays. Ils vont monter des systèmes, par exemple, le système des services de garde. Les services de garde pour les enfants. Ah, la garderie, les garderies, les crèches pour les enfants. C'est un système qui s'est créé au Québec. C'était pas tout le Canada. Ah, d'accord. Et c'était en 1995. Et ça a donné l'opportunité, le gouvernement a créé des garderies afin d'aider les femmes à revenir au marché du travail. Ah, d'accord. Parce que là-bas, il n'y a pas de services domestiques. Parce que ça coûte plus cher que si tu gagnes un salaire. Ah, d'accord. Alors, les mamans professionnelles, ils restaient à la maison. Tout de suite que le gouvernement a créé ça, c'est l'opportunité. On fait évoluer l'économie. Pourquoi? Parce que quand les femmes travaillent, ils dépensent. Et alors, c'est un boom de garderies qui ont commencé et toutes les femmes qui restaient à la maison sont parties au marché du travail. Et alors, c'est un système subventionné par le gouvernement. Et en plus, on avait vu qu'avant, au Canada, il n'y a pas beaucoup de familles, des enfants. Les Canadiens ne font pas beaucoup d'enfants. Ah, mais pourquoi? C'est quoi? C'est une population vieillissante? C'est quoi exactement? C'est une population vieillissante. Et même si le gouvernement, il y a des plans de donner de l'argent si tu tombes enceinte. Ils vont te payer pour avoir des bébés. Mais c'est l'immigration que les femmes qui arrivent de n'importe quel pays, c'est l'immigration qui donne des enfants. Oui, je sais quand même que le gouvernement canadien, ça se sait de tout le monde, qui veulent beaucoup, qui a beaucoup d'immigrés, mais une immigration quand même choisie aussi, il faut le dire. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la femme peut être l'égale de l'homme dans ce domaine? Oui, dans tous les domaines.
dans tous les domaines. On va parler de force physique qui ne fonctionne pas aussi. Hein? Oui, il y a des travaux qu'on a besoin de la force brute, de la force des hommes, mais le reste, on est capable de faire n'importe quoi. Alors on va, par exemple, dans les reportages, il va engager des hommes pour faire tout ce que c'est avec la force physique. Mais c'est des métiers non traditionnels et c'est génial. Au Canada, on a des programmes juste pour motiver et les femmes sont capables de faire tout ce qu'elles veulent. Bon, là, le Canada, c'est une société quand même un peu, l'éducation et peut-être la mentalité est bien différente d'ici aussi. Oui. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent cette barrière de tradition, je sais pas moi, d'ethnicité. Mais néanmoins, on voit des femmes quand même qui se démarquent, même comme elles ne sont pas nombreuses. On est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Je vais aller faire un petit commerce. Ça va aider mes enfants à aller à l'école. J'ai envie de m'acheter un terrain pour construire une maison. Je vais donc communiquer avec cet entrepreneuriat. Alors que normalement, au terme peut-être dans la définition primaire, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus pour réinventer le monde, apporter un plus, quelque chose qui n'a pas été fait. Ce n'est pas du suivisme quand on parle d'entrepreneuriat, ou bien je me trompe? On peut parler d'innovation, mais ça, pour moi, ça c'est l'entrepreneuriat. Même si c'est des petites affaires qu'on commence, parce que ça devient grand. Si tu es passionné et tu es persévérante, ça peut devenir grand. Et plus dans un pays comme le Cameroun, qu'il y a beaucoup de choses encore à développer. Je pense que l'entrepreneuriat ici au Cameroun, tu as plus de probabilités de faire des choses qu'au Canada. Parce qu'au Canada, c'est comme si tout est déjà fait. Quand on a une idée, on voit l'étude de marché et on voit qu'il y a beaucoup de concurrents. Mais ici, il y a plein de choses qui ne sont pas encore créées. Alors, il y a, si c'est probablement l'éducation donnée des indices aux femmes, aux jeunes femmes, de dire, regardez, vous pouvez développer dans tel secteur. Je pense qu'il y a plus d'opportunités ici au Cameroun pour être entrepreneur et créer quelque chose, innover en faisant, donnant un service, parce qu'au Canada, c'est presque tout. On a toujours des entreprises. On reçoit Madame Léonore Duartier. Voilà, dites-nous quelles sont peut-être les opportunités quand vous voyez le Cameroun, le peu que vous avez fait, dans quel domaine peut-être les femmes peuvent se démarquer ici? Par exemple, dans l'éducation des enfants, parce que je pense que tout le futur d'un pays, ça dépend de l'éducation des enfants. Si on veut faire la différence, d'avancer dans la pensée, c'est tous les enfants sont avec maman et si maman fait une bonne éducation, de ne pas faire la différence entre une fille et un garçon, c'est ça qui va ressortir parce que c'est le futur. Et je ne connais pas beaucoup le marché d'ici au Cameroun, mais je pense que dans tous les secteurs, on peut se démarquer et sortir. Par exemple, hier, dans la 52 semaines, j'ai connu une femme d'une association où elle fait l'agriculture, la miel, des poulets, de la viande. Ça a l'air que ce qu'elle me disait, c'est grand. Mais elle ne savait pas quoi faire et comment commencer. Alors, c'est quelque chose, c'est un futur. Alors, c'est juste le pouvoir les accompagner, dire, regardez, les structurer. Et même, je pense que ces personnes-là, elles peuvent donner de l'emploi et faire beaucoup de choses, même faire l'exportation. Oui, générer des emplois, créer une entreprise, notamment locale, parce qu'on parle beaucoup plus de Made in Cameroun. Tout à l'heure, vous avez évoqué peut-être l'éducation. Il y a ce qu'on appelle le Mind Education. Il y a quelques jours, je crois que c'était le 17 juillet, du 17 au 20 juillet, il y avait un sommet, le sommet mondial de l'éducation, qui s'est déroulé en Corée du Sud, à Séoul, où justement, il y a eu des formations sur le Mind Education, avec la participation du ministère de la Jeunesse, où on forme des enseignants, on forme justement des personnes qui ont des associations, un ONG qui travaillent sur l'éducation, à comment changer et peut-être la mentalité sur l'éducation. Donc, c'est ce à quoi s'attelle la Corée du Sud ces derniers temps, c'est de travailler sur l'éducation mondiale, justement des enseignants, former les formateurs pour qu'ils puissent à leur tour, n'est-ce pas, venir former la jeunesse. Est-ce que selon vous, c'est une très bonne idée? Oui, et pas seulement les formateurs. Je pense que la base, c'est la femme. C'est la femme qui est en charge des enfants. Et c'est la femme qui fait la différence.
Et c'est la fin qui pue parce que nous, par exemple, on va faire la différence tout de suite que l'enfant est né. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Ouais. Si tu donnes un chandail rose à un garçon, ils disent mais c'est un garçon. Ouais. Alors, ils vont dire les filles, on prépare les soupers, c'est la fille qui va laver les vaisselles. Alors, c'est la mentalité, c'est comme ça. Si la femme, qu'elle est en charge des enfants, c'est comme ça qu'on commence. En psychologie de l'enfant, c'est à 4 ans que l'enfant commence à se rendre compte si elle est un garçon ou une fille. Pour lui, avant, il ne sait pas. Il ne voit pas la différence. Il voit la différence entre hommes et femmes. C'est nous qui on les donne la différence. Les couleurs de la peau. J'ai travaillé 10 ans avec les enfants. Et à 4 ans, un enfant a fait ça. Il dit, ma peau est plus claire que la tienne. Il ne se rend pas compte. C'est les adultes qui vont dire, cette personne est différente parce que c'est une couleur différente. Alors, c'est les adultes qui mettent ça dans la tête des enfants. Alors, si on change, si on éduque de la base, alors je pense qu'on peut avoir des changements. Oui, c'est très important aussi, parce qu'il y a des professeurs qui ont aussi la mentalité ancienne, qui vont faire la différence aussi. Et l'estime de soi, par exemple, qui pensent que les filles ne sont pas capables. Mais pour moi, c'est vraiment la base. Il y a des mamans qui vont dire à l'enfant, parce que c'est une fille, non, tu n'es pas capable, je vais appeler ton frère. Déjà, alors la petite, il va dire, la prochaine fois, non, maman, je ne suis pas capable. Alors, donc, c'est cette éducation-là qu'il faut peut-être inculquer un peu. Et vous pensez qu'au Canada, c'est réellement ça? Est-ce qu'on inculque ce genre d'éducation aux enfants de ce côté? Que tout le monde est égal. Égal, voilà. Oui, qu'il n'y a pas de différence. Par exemple, une chose que je vois avec les immigrants, quand les enfants rentrent à l'école, nous, on a les enfants avec trisomie, de trisomie 21, qui sont toutes dans la même classe. Quand il y a une particularité. Pourquoi? Parce ils ne sont pas séparés Non, on ne les sépare pas. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que l'enfant, quand il est avec des enfants dits normaux, il va avancer plus. Ils vont parler plus parce qu'il y a une motivation. Ils vont marcher plus vite. Et les enfants ne font pas de différence. On avait eu, quand j'ai travaillé avec les enfants, une maman qui venait d'un pays me dit, mais pourquoi mon enfant est avec eux? Il va faire la même chose que lui, il va régresser. J'ai dit, mais non, tout le contraire. Demande à l'enfant, qu'est-ce que tu penses de ton ami? Alors pour lui, c'est parce que s'il ne parle pas, c'est parce que c'est un bébé. Et s'il utilise des couches, c'est parce que c'est un bébé. Alors l'enfant dit non, c'est parce qu'il est un bébé, c'est pour ça qu'il ne parle pas encore. Il faut aussi rappeler qu'il y a des enfants qui ont un retard mental. Vous savez, vous pouvez avoir un enfant qui a 10 ans, mais qui a une psychologie d'un enfant de 4 ans. Ça, c'est différent. On a des écoles spécialisées pour ce type d'enfants. Mais, par exemple, la trisomie 21, l'enfant peut se développer comme n'importe quel enfant. Il va être comme 1 an ou 2 ans en arrière. Mais si on les met avec des enfants normaux, il va se développer plus vite. C'est quelque chose qu'on a remarqué, qu'on fait. Et au Canada, on ne fait pas de différence. Voilà, nous avons Madame Léonore Duarte qui, n'est-ce pas, met l'accent sur l'éducation, notamment l'éducation des enfants. Et là, c'est très important car quand on a une société quelque part qui virevolte entre les discours de haine, peut-être les féminicides, comme on retrouve au Cameroun, peut-être ça peut être dû aussi à un manque d'éducation de base. Parce que quand on parle d'éducation de base, peut-être on évoque l'éducation de famille à la maison avec les parents au départ dans l'enfance. Bon, bref, on ne va pas accuser qui que ce soit. Nous allons prendre le domaine maintenant du digital. Vous avez participé hier au ministère des Postes et Télécommunications au programme 52 semaines sur le digital avec la femme. Donc, on forme les femmes au digital, au codage, à comment utiliser les applications, peut-être même comment créer les applications, comment faire pour développer, n'est-ce pas, le volet entrepreneuriat à travers le digital. Alors, vous, ayant intervenu, qu'est-ce que vous avez remarqué comme peut-être préoccupation des femmes camerounaises dans ce volet digital?
Bon, je pense que pour pouvoir réussir dans les affaires, il faut la base des techniques d'informatique. Mais aussi, alors, il faut regarder l'opportunité que cette personne a d'avoir un Internet qui fonctionne, avoir un ordinateur, parce que c'est aussi un niveau financier. Mais je remarque ici, tout le monde a un téléphone. Alors, avec les téléphones cellulaires, la personne est capable d'y aller faire des études de marché, appeler les partenaires. Alors, elle peut utiliser le téléphone. Mais c'est quelque chose de vraiment important dans l'éducation, enseigner la base, parce qu'il y a une grande quantité, par exemple, les filles qu'on reçoit immigrantes, qui jamais ont utilisé un ordinateur. Ah, d'accord. Et qui ne connaissent pas. J'ai eu des ingénieurs en informatique qui ont étudié à l'université, mais jamais l'ont fait avec un ordinateur. C'était avec un papier. À l'université? Oui. Ils au sont Canada? en informatique, qui viennent de l'étranger. Et alors, on remarque que c'est vraiment quelque chose de vraiment important de donner les cours d'informatique. Oui, le digital est installé là pour très longtemps, il faut le dire, il faut le souligner. Oui, c'est le futur. Voilà, et parce que je pense aussi aujourd'hui que quand on parle notamment de digital ici au Cameroun, certes, on voit le digital beaucoup plus avec le volet réseaux sociaux, parce que les jeunes ou bien les jeunes femmes, c'est vrai que nous sommes à talent de femmes, évoquent beaucoup plus le volet influenceur, influenceuse. On va sur les réseaux sociaux regarder des vidéos, peut-être commenter sur les pages des artistes, des stars, des personnalités, mais pourtant l'informatique est quelque part un peu, peut-être on peut dire, l'avenir de demain, car avec l'informatique on peut travailler. Moi également, je parle pas peut-être de plusieurs personnes, je suis également journaliste web, ça paye son nom, hein. Écoute, voilà, il faut faire des formations, mais le problème c'est que, est-ce que les jeunes sont orientés dans ce volet numérique, gagner sa vie? Parce qu'aujourd'hui le numérique est beaucoup plus utilisé pour des choses futiles aussi. Oui, mais ça dépend dans les systèmes éducationnels, par exemple. On revient toujours sur l'éducation. Oui, parce que, par exemple, les enfants, oui, sont toujours au téléphone, mais pour faire des rapports et tout, il faut, dans toutes les écoles au Canada, tu fais ta classe avec un ordinateur. Tu fais des rapports, alors tu dois apprendre. Et plus si tu viens entrepreneur, tu dois faire des plans d'affaires, un modèle d'affaires. Alors, c'est important. Et, oui, les jeunes passent beaucoup de temps, mais ça, c'est le contrôle des parents. Parce que j'ai remarqué qu'avant, quand on allait avec un bébé chez les pédiatres, on a apporté des jouets. Maintenant, pour qu'il reste calme, tu lui donnes le téléphone cellulaire. Et alors, à 1 an, il va faire une crise si maman ne donne pas le téléphone cellulaire. Alors, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce que fait le petit? Il est doué pour jouer. C'est seulement ça. Et alors, après qu'ils deviennent adolescents, ils vont regarder les influenceuses, les vêtements, la façon de danser, de se montrer. Mais c'est le contrôle familial qui c'est vraiment contrôle important. parental, oui, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement du digital, nous avons des moteurs de recherche comme Google. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent peut-être pas, bon, on peut dire en Afrique, hein, à quoi sert réellement Google, parce qu'il y a des formations qui sont aussi faites là-dessus, parce que moi j'en ai fait il y a quelques années. À quoi sert réellement Google? C'est un moteur de recherche mondial qui peut vous apporter des réponses à tout. Et là, aujourd'hui, les gens se limitent, parce qu'il y a des fois, on me pose 2-3 questions, voilà, à quoi sert? Si je dis, mais va, tu tapes Google, il y a tous les renseignements possibles. Absolument tout. Voilà, c'est ça que peut-être, je ne sais pas pourquoi, certains ne veulent pas utiliser certains moteurs de recherche. Il y a tout sur Google, même quand on parle même du sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin, je pense que même si on cherche qui est Madame Duarte, on vous trouvera sur Google, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça qu'il faut dire un peu aussi aux femmes. Donc, travailler, que de se plaindre tout le temps et dire, voilà, tiens, même les financements, parce que je crois qu'il y a des associations, des fois, qui lancent des appels à projets pour des financements, même de projets qui viennent d'Afrique. Mais tant que tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et ça ne viendra pas à votre porte, voilà, que de se plaindre sur le gouvernement camerounais, sur le chef de l'État qui ne va pas, sur le monde entier. Pourquoi est-ce qu'elle a mis une robe bleue et ses cheveux sont jaunes? Pourquoi? Non, il faut travailler peut-être aussi son mental, comme vous l'avez dit, et c'est très important. Vous qui êtes professeur, voilà, dites-nous un peu quelle est la solution pour que les femmes aujourd'hui puissent mieux utiliser le digital. Des fois, c'est parce qu'elles ne savent pas.
comment Elles ne faire, savent par pas, exemple, ouais. en parlant de Google, ne sait pas comment chercher l'information. Parce qu'on ne met pas des phrases, Oui. on met des mots-clés. Par exemple, je suis entrepreneur Oui. dans le secteur agricole et si je mets financement rural, Cameroun, Oui. probablement il va y avoir une liste des entreprises qui probablement financent. C'est juste des mots-clés. Alors c'est ça, c'est l'éducation. Parce que... Non, c'est le professeur qui parlait, allez-y, oui, expliquez. c'est pour ça que des fois, la personne ne sait pas, elle rentre juste à Facebook ou TikTok, parce qu'avec les moteurs de recherche, c'est pas juste Google, il y a plein de moteurs de recherche, c'est avec des mots-clés. Il faut bien savoir quels mots-clés tu mets pour pouvoir avoir l'information qu'on cherche. Et on trouve, comme tu disais tantôt, on trouve tout. Oui, si par exemple une femme veut un financement, c'est vrai que l'algorithme, le robot te renvoie toujours face aux mots-clés que tu recherches. Oui. Si par exemple moi je suis au Cameroun, je veux un financement pour un projet et un financement extérieur, qu'est-ce que je tape sur Google? Par exemple, si tu veux un financement au Canada, tu peux dire financement Canada, partenaire Cameroun. Probablement, il va y avoir des J'espère que vous avez alliances, compris. Hein? des Financement, alliances. voilà, financement Canada, partenaire Cameroun. Et si ça ne fonctionne pas, alors on fait inverse. l'inverse. Cameroun, financement Canada. Voilà. Et c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'informations. Beaucoup de moteurs de recherche, beaucoup d'informations qui vont venir avec plusieurs pages. Par exemple, quand on parle avec un entrepreneur et on lui demande est-ce que tu as fait ton étude de marché? C'est comment ça se fait l'étude de marché? Oui. Il y a deux façons, directe et indirecte. Alors, tu peux y aller directement. Si c'est un salon coiffure, tu vas, il te demande des services et alors tu peux faire ton étude de marché pour sortir les faiblesses, les bons coûts. Et sinon, tu dis secteur coiffure. Secteur coiffure, d'accord. Yaoundé. Ils vont te donner, s'ils sont inclus, toute l'information de Yaoundé. Et alors, tu vas regarder selon les secteurs combien de salons coiffure sont dans le même territoire. Parce que s'il y a trop, c'est mieux y aller ouvrir dans un autre lieu. Et ça, c'est avec les moteurs de recherche. D'accord. Voilà donc l'importance et l'utilité du digital expliqué par le professeur Léonore Duarte qui est notre invité, qui nous vient du Canada et qui, n'est-ce pas, apporte son expertise, son analyse sur le terrain parce qu'elle a fait quelques jours déjà au Cameroun et puis a pu constater peut-être quelques difficultés que nous, les femmes camerounaises, nous avons. Mais néanmoins, elle reste convaincue que le Cameroun est une porte d'ouverture, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat féminin, même mondial, pas seulement camerounais, car les femmes aujourd'hui, selon ses analyses, au Cameroun se démarque assez positivement. Il faut juste peut-être une éducation quelque part financière, une éducation du leadership et peut-être une éducation aussi mentale. Alors nous allons continuer avant de prendre la dernière phase de cette émission en parlant notamment des femmes dans le domaine des financements. Selon vous, quand on veut financer un projet, quand on veut se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a une somme qui est prescrite? Comment est-ce qu'on fait pour avoir, n'est-ce pas, une réussite dans ce domaine avec une certaine somme ou bien comment est-ce qu'on s'organise, vous qui êtes dans ce domaine? Comme je disais tantôt, le plan d'affaires. C'est un plan d'affaires d'abord. Dans les plans, oui, parce que dans les plans d'affaires, tu dois avoir ton budget financier. Et c'est la base. Parce que si tu arrives à une entité financière, il dit j'aimerais 100 000 $. Il dit, OK, montre-moi ton plan d'affaires. Si elle n'a pas fait son analyse financière, sa chiffre d'affaires, si c'est une boutique, combien de vêtements tu penses vendre dans un an? Comment tu vas demander pour savoir, par exemple, quand c'est un démarrage, il y a beaucoup de dépenses. Parce que si tu vas ouvrir une boutique, tu dois acheter tous les matériels pour pouvoir montrer tes vêtements, tout. Mais il n'y a aucune vente. Alors, c'est plus de dépenses. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, il faut mettre des chiffres qui sont les plus réalistes possibles. Pour ça, il faut regarder la concurrence. En fait, c'est une étude de marché qu'on doit d'abord faire au départ. Oui. Si tu veux te lancer dans le textile, tu vois d'abord, voilà, tu fais une étude de marché sur le textile. Combien sont faits les vêtements? Est-ce que, justement, la clientèle aime tel ou tel genre de vêtements? Mais c'est tout un travail, en fait. Mais oui, mais c'est ça.
Ça dépend des secteurs où demande la personne. Si Oui. tu vas ouvrir une boutique dans les quartiers les plus chics, probablement les mêmes vêtements vont coûter le double. Oui. Mais alors, il faut que ces chiffres soient les plus réalistes, les plus viables, les plus fiables. Alors, la banque va analyser, ils voient que c'est quelque chose, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils vont voir un plan d'affaires. Ils ont déjà passé, alors ils savent combien la personne on peut les donner selon ces chiffres. Mais sans chiffres, tu n'iras pas, Tu n'iras pas loin, d'accord. Voilà. Parlons aussi de la gestion du risque. Vous pouvez ouvrir une entreprise avec tout le matériel, toute la formation possible, mais après, à un moment donné, la difficulté arrive, vous perdez tout. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la gestion du risque? Bon, il faut être persévérant parce que des fois, on ouvre des. Je vais vous donner un exemple. Oui. Ma soeur, elle est spécialiste en teinture des cheveux, elle est une experte. Oui. Et elle voulait ouvrir une école de coiffure. Oui. Elle avait investi tout, elle était prête. Mais elle pensait que tout le monde arrivait dans la première semaine. Oui. Elle n'a pas eu la persévérance de continuer. Je suis sûre que si elle avait continué, parce que la personne qui l'a vendue un mois après, elle est devenue riche. Voilà. Maintenant, elle a 5 salons de Oui, il coiffure. faut beaucoup de patience. Oui, et la persévérance, continuer. C'est sûr que quand on commence, on a beaucoup de dépenses et on veut avoir de l'argent, on veut vivre. Mais aussi, il faut se faire connaître. Oui. Et plus tu commences à avoir des clientèles, c'est la même clientèle, si tu donnes un bon service, qui vont t'amener des clients. Maintenant, c'est plus facile, tu peux faire la publicité en Facebook, en TikTok, en Instagram, que ça va t'aider. Mais la persévérance, parce que je peux te donner plein de cas, après d'avoir investi beaucoup d'argent, la personne il pense que c'est facile, que c'est comme ça. Un claquement du il faut doigt. attendre 2 à 300 pour beaucoup d'argent. Voilà, pourtant c'est la persévérance, surtout l'endurance, parce qu'il faut aussi dire, parce que devenir entrepreneur célèbre et peut-être penser que tu vas réussir ta vie en 2 ans. Non, il y a des gens qui font 15 ans avant de dire, voilà, j'ai quand même un peu réussi. Hein. Oui, ça il faut le souligner aussi. Hein. C'est pour ça qu'on trouve dans l'entrepreneuriat des femmes que même si on un business, un petit business, il continue à travailler. Parce que les risques, elle doit continuer à faire vivre sa famille. Alors, elle dit, pendant que ça démarre, moi, je travaille à temps partiel, par exemple. Et ça l'aide aussi à continuer avec son entreprise. Alors, c'est des choses qui sont viables, que ça peut l'aider. Voilà, nous avons Madame Léonore Duarte qui nous donne des conseils, notamment dans le volet de l'entrepreneuriat, comment gérer la gestion de risque. Commencer avec une somme, n'est-ce pas, qui est quand même capable de pouvoir gérer votre projet d'entrepreneuriat et surtout avoir une bonne étude de terrain. C'est ce que beaucoup peut-être ne font pas. On ne va pas dire qu'on se lance dans l'entrepreneuriat sans avoir étudié le milieu parce que à coup sûr, vous risquez de tout perdre aussi parce que je ne sais pas pourquoi le client lambda ira laisser le savon, supposons que vous faites la vente du cosmétique, le savon qu'il a l'habitude d'utiliser pour prendre le vôtre. Qu'est-ce qui fera qu'il quitte ce savon pour aller, justement, il y a cette gestion de risque, il y a l'étude sur le terrain, il y a comment faire pour attirer la clientèle. C'est tout un travail qui est fait en amont, en fait. Hein. C'est tout un travail, il y a différentes façons. Tu peux faire des échantillons gratuits. Tu peux créer des activités, faire une grande ouverture du magasin où tu donnes des soins de beauté gratuits. Tu invites un groupe de filles qui sont des influencers, si tu peux connaître une. Et c'est comme ça que probablement elle va... il faut que tu montres ton produit. Si la personne ne le connaît pas, probablement elle ne changera pas de produit. D'accord. Et ça vient aussi la qualité du produit, les prix du produit et les services après-vente. Est-ce qu'on peut faire des dévolutions? Est-ce que si je fais une allergie, qu'est-ce qui se passe? Avec les laboratoires, les tests cliniques faits en laboratoire. Ben voilà, c'est un peu ça, ce volet de l'entrepreneuriat qui est quelque part prisé par beaucoup de femmes, mais qui reste encore inconnu. Les petites astuces comme ça restent encore un peu inconnues, mais néanmoins, je pense qu'on y arrivera parce que les femmes camerounaises sont très courageuses. Je crois que vous l'avez remarqué, vous l'avez remarqué quand même. Ici, on a juste besoin de conseils.
et on a besoin d'avoir des femmes qui ont eu à réussir, peut-être pour peut-être impulser cette réussite à d'autres femmes qui veulent se lancer, mais on perd de faire le pas, parce que c'est toujours ça aussi, hein, avoir justement cet assentiment de réussite, mais pouvoir penser que dans 10 ans, on pourra réussir, mais pas vouloir, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un claquement de doigts, devenir riche en 2 ans. Parce que là, c'est un peu facile. C'est un peu ça qu'on remarque un peu sur nos jeunes influenceurs. Je n'accuse personne, mais ceux qui veulent réussir vite, après, on se cogne face au mur. Hein. Ouais. Bon, voilà, nous allons donc... Nous allons donc prendre la dernière phase de l'émission, qui est le quiz, tout en sachant que vous êtes une personnalité déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat et peut-être une femme leader. Vous nous donnerez votre avis face à cette dernière phase de l'émission. Nous sommes de retour sur Info TV. Vous êtes bien à l'émission Talent de femmes. Nous recevons aujourd'hui Madame Léonore Duarte qui nous vient du Canada et qui est, n'est-ce pas, conseillère en entrepreneuriat et qui prépare le sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin. Alors, nous sommes au quiz ici. Nous parlons des activités, peut-être de l'actualité d'intérêt général. En étant une femme leader, elle nous donnera son avis et peut-être pourra éclairer l'opinion publique. Alors, voilà la première préoccupation que nous avons. Le 31 juillet, chaque 31 juillet, nous avons la Journée internationale de la femme africaine. Alors, quel est son rôle selon vous, vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, dans cette journée quand même assez commémorative instaurée par les Nations Unies? Je pense que même en Colombie, on essayait qu'il y ait une journée des femmes noires africaines. Parce qu'elle est toujours en arrière, toutes les femmes. Et il y a la discrimination encore. Alors, il faut donner l'opportunité à tout le monde que soit d'une façon égalitaire. Et alors, je pense que c'est un niveau mondial. Ici, en Afrique, la situation économique est difficile et précaire. Il manque beaucoup de services, il y a beaucoup encore de maladies infantiles, l'eau potable, l'alimentation. Alors, je pense que il faut commencer pour ça, pour aider au niveau mondial les pays de l'Afrique pour qu'ils s'en sortent. Et, comme toujours, si la femme est bien entourée, et qu'elle mange bien, elle est en bonne santé, c'est sûr que l'économie du pays va ressortir. Selon vous, il faut aider. Est-ce que quelque part, il ne faudrait peut-être mieux booster, tout à l'heure vous avez évoqué durant nos échanges, n'est-ce pas, le leadership peut-être de la femme? Parce que quand une femme est bien éduquée, quand elle a beaucoup de connaissances, elle n'a pas toujours, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'aide, mais au départ, c'est d'abord sa décision, sa volonté, sa détermination qui fait qu'elle puisse réussir avant de demander de l'aide. Parce que si on se met toujours en train de demander de l'aide ou bien des appuis, je pense peut-être pas que ça doit toujours être la première solution. Quelque part, il faut aussi la volonté personnelle. Et pour avoir cette volonté, vous m'en direz, notamment dans vos analyses, c'est aussi de pouvoir quelquefois se démarquer en disant, tiens, je suis une femme leader, je suis une femme qui peut et qui est courageuse, qui peut oser. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut peut-être plus inculquer aux femmes africaines? Oui, aussi. Ouais. En commençant pour développer la confiance en soi. Et je reviens à l'éducation. C'est la confiance en soi, c'est si maman il dit tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, l'enfant va grandir que je ne suis pas capable. Ou tu la chicanes tout le temps, il dit ne me regarde pas dans les yeux, quand je te parle, c'est moi qui commande. La fille va faire ça, tu es en train de briser sa confiance en soi. Alors elle va grandir déjà, qu'elle ne veut pas parler, c'est une personne qui est timide, elle va être à la retraite. Alors c'est vraiment important, la communication, enseigner aux enfants à l'école à communiquer. Quand les enfants, il faut faire des projets, par exemple, chacun demain, vous allez présenter qu'est-ce que vous aimez le plus. Tout à fait. Les donner l'opportunité de parler en public. Parce qu'une fois que vous pouvez faire ça, le leadership va se développer. Et alors, quand tu as des bonnes idées et tout, tu vas être capable de les dire, devenir une femme connue. Donc, selon vous, c'est l'éveil des enfants qu'il faut beaucoup plus stimuler. Oui. Et pour les filles qui sont déjà là, Madame Catherine Moutlin. Oui, la directrice de la tutelle qui travaille au ministère des Postes et Télécommunications. Oui. Je trouve ça
son idée magnifique de donner à ses employés un cours de comment parler, de comment se présenter en public. Ouais. Quelle excellente idée. Je pense qu'on va la copier. Parce que c'est vraiment, vraiment important quand la fille, quand la femme, elle est capable de s'exprimer, de bien parler, c'est sa confiance en soi qui va monter et elle va pouvoir être leader n'importe où. Parce que leader, des fois, c'est ça. Oui. Parce Alors, que, non, oui, parce que tout à l'heure, j'évoquais ce volet parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus dans ce volet de victimisation. Être toujours victime, un éternel assisté, je pense que ce n'est peut-être pas ça la solution. Parce que toujours demander de l'aide, à un moment donné, ça devient quelque part un peu harassant et puis le respect n'y est plus aussi. Parce que souvenez de vous à moi, si vous avez une connaissance ou une amie qui passe son temps à vous demander de l'aide, est-ce que vous aurez le même estime de cette personne? Il faut apprendre à dire non. Voilà, effectivement. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à dire non. Il faut être déterminé, savoir souffrir, tomber, se relever, recommencer à jamais. Et un jour, ça va réussir, mais toujours en train de demander de l'aide et d'accuser l'autre. C'est ça qui caractérise certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, au Cameroun. Oui à toutes. Oui, elle dit que tu as besoin à la personne que tu as dit oui toujours. Un jour, il te dit non. Non. Et alors, tu es éternel assisté. Les victimes, ce n'est pas des personnes qui peuvent changer une société. Quand tu es toujours victime, selon mon analyse, quand tu es victime, tu ne changes pas la société. Au contraire, tu agaces tout le monde et puis tu renvoies des énergies négatives. Dans la vie, je pense, c'est pas moi qui devrait peut-être dire ça, mais je donne quand même un petit avis. Je pense, selon moi, qu'il faut toujours continuer de persévérer et d'espérer et compter d'abord sur soi, sur sa propre estime. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'estime de soi. Tant qu'on ne s'estime pas, on fera rien et on va toujours se plaindre. Et ceux qui se plaignent sont toujours des paresseux, en fait. Bon, c'est ce que je pense moi au départ. Non, il faut regarder, il y a différents enjeux, la violence conjugale, par exemple. Oui, tout à fait, c'est un peu ça. Oui, nous avons ce grand phénomène qui, n'est-ce pas, détermine un peu l'Afrique et même le Cameroun. Nous avons ce volet d'immigration. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent immigrer, aller ailleurs, l'Eldorado, beaucoup plus les pays d'Europe, on a la France, l'Italie, l'Espagne, donc ils passent par n'est-ce pas, le désert, puis ils arrivent dans la mer et puis ils périssent. Je crois que vous avez quand même, vous voyez les informations aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui veulent immigrer et qui aujourd'hui ne croient plus en leur pays, ne croient plus en eux? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne croient pas dans leur pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. La majorité sont des personnes de très bas ressources. Il n'y a pas d'emploi. On a des familles, on a des enfants. Et alors, dans ce moment donné, désespéré, quelqu'un lui dit, regarde, si tu montes dans ce bateau, on va t'amener en Italie. C'est une opportunité et c'est grave. C'est vraiment triste de voir la quantité de personnes d'Africains qui sont morts pour y aller. Qui continuent de mourir, pas qui sont morts. Oui, même s'ils regardent les nouvelles, ils continuent parce qu'ils veulent y aller chercher des meilleures opportunités. C'est ça. Oui, parce qu'aujourd'hui... Je pense que quelqu'un qui fait l'immigration, c'est parce qu'il pense que c'est une meilleure opportunité que de rester à rien faire, à rien manger, et que tu as des enfants et que tu ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils décident un jour à l'autre, non, je vais les faire tout seul. Des fois, les pires, je pense, c'est quand ils partent en famille avec des bébés, maman, papa, grand-maman, et tout le monde va périr dans la mer, c'est terrible. Et c'est pour ça que le Canada, c'est un des premiers pays qui a les portes ouvertes. Sont ouvertes, justement, oui, parce qu'on sait quand même que même les États-Unis, qui est composé de 50 États, on peut dire que c'est 50 pays en un. Donc, il y a eu beaucoup d'immigrés. Vous qui êtes Colombiens, on retrouve une grande communauté colombienne, même aux États-Unis. Les Hispaniques, justement, les Noirs, les Afro-Américains. On retrouve beaucoup, même à l'époque, les Vikings, les Anglais, qui ont peuplé aussi les États-Unis. Il faut le dire aussi. L'immigration est certes bien, mais peut-être il faudrait être mieux structuré, peut-être selon vous. Est-ce que c'est peut-être les gouvernements africains qui ne s'occupent pas mieux peut-être de leurs ressortissants? Bon, je ne dis pas que vous accusez quiconque, mais est-ce qu'il y a une stratégie, selon vous, qui pourrait peut-être changer la donne? Aussi, je pense le côté financier, que le côté aussi fraude. Et l'argent ne va pas aux personnes qu'il faut.
D'accord, vous pensez que l'argent va pas aux personnes qu'il faut. Mais ça se retrouve quand même dans tous les États, même il y a la mafia partout. Partout, même au Canada. Voilà, la mafia un peu partout. Mais de toute façon, on souhaite que les jeunes aujourd'hui puissent entreprendre. Vous êtes professeur d'entrepreneuriat, conseillère dans ce domaine, vous enseignez. Aujourd'hui, on rencontre, c'est vrai, restons dans ce volet immigration, des jeunes qui ont pris leurs économies. Imaginez un jeune qui a pu économiser 5 à 8 millions et qui dit, je m'en vais dans le désert et puis je vais traverser par bateau et peut-être trouver l'Eldorado. Si jamais il périt, est-ce qu'il aura mal fait d'avoir pris ces 8 millions et avoir perdu dans ce périple? Je pense que quand une personne décide de faire ça, il ne pense jamais qu'il va mourir. Non, non, on le sait, bien entendu, mais qui va penser que je vais aller mourir, j'irai là-bas? Non, je pense qu'il devrait laisser l'argent. Une fois qu'elle est là, il doit faire quelque chose pour... Moi, je pense que sur le terrain, moi, mon avis, on peut toujours se lancer dans l'entrepreneuriat, même ici étant au Cameroun. Mais oui, trouver des opportunités. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, déjà se former, comprendre ce que c'est d'abord l'entrepreneuriat. Mais il faut ouvrir des opportunités. Justement. Parce que les gens qui voient qu'il y a des bonnes idées, il y a de l'argent, ils veulent se lancer en affaires, mais toutes les portes qu'ils touchent sont fermées. Et il n'y a aucune opportunité. Il y a toujours des contraintes. Alors il dit probablement si je vais partir, de l'autre côté, probablement ça va être mieux. Et c'est pour ça qu'il décide de partir. Je pense que si on est bien dans ton pays, on ne pense pas partir. Je pense que toutes les personnes qui vont partir, à part qu'ils soient en amour. D'accord. Comme vous avez immigré par amour, hein. Tout au début de l'émission, c'est ce que vous avez dit. Hein. Oui. Que vous êtes arrivé au Canada par amour. D'accord. Alors, nous sommes dans une émission de femmes. On a les violences basées sur le genre en termes VBG. Selon vous, les femmes qui subissent des violences basées sur le genre, comment est-ce qu'elles devraient réagir? C'est n'importe quel type de violence. Pas seulement sur les genres, mais n'importe quel type de violence. Alors, ça va abîmer la vie complètement. Et il ne devrait pas exister la violence et la différence. Pour moi, tous les êtres humains sont exactement égaux. Et on ne doit pas accepter aucun type de violence. Mais il y a la culture, la mentalité, la religion, et tout ça fait qu'ils pensent qu'en agressant quelqu'un, il va faire changer d'idée. Est-ce que selon vous, il faudrait dénoncer? Parce qu'aujourd'hui, c'est le volet dénonciation qui est beaucoup mis en avant. Dénoncer l'agresseur? Oui, dénoncer son mari, son conjoint, ses amis, mais celui oui. Mais il faut savoir s'il y a la protection. Par exemple, au Canada, il y a la protection de la femme. Et même si le Canada protège la femme, il y a beaucoup qui ne parlent pas. Ils se laissent violenter tous les jours. Oui. C'est quand on reçoit des femmes et en parlant, en écoutant, on voit qu'elles suivent la violence conjugale et qu'il y a le papa qui viole aussi la fille. C'est partout. Et on peur de parler. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la manipulation. Hein? L'homme manipule de telle façon qu'il va les laisser de côté, qu'il ne veut pas qu'il y ait des amis, qu'il ne veut pas qu'il parte. Pour ça, parce qu'il dit, s'il connaît comment ça fonctionne, il va raconter et alors la police va venir. Et dans son pays comme ici, je ne pense pas qu'il y a une protection. Si, la loi ne permet pas alors, ça. Il ne faut pas accepter la violence. Oui, il y a des associations qui travaillent. On a la plus grande ALVL, Association de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a même sur le volet juridique, la CAFEJ, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des femmes. Mais le problème, c'est toujours la dénonciation. Mais ici, au Cameroun, moi, je peux vous dire, en fait, c'est beaucoup plus la culture. La culture, quand tu racontes que tu as été violé, tu es tabassé, il y a le regard de l'autre, la peur de ce qu'on va dire de toi. Parce qu'il y a aussi des moqueries, c'est le regard de l'autre qui est beaucoup plus prisé dans ce côté. Les gens ont peur de ce qu'on dira, qu'en dira-t-on, est-ce que j'aurai encore le respect, si je me sépare de ce type, est-ce que je pourrai encore me marier parce qu'on dira toujours que celle-là a été violée par telle, est-ce que bon, elle préfère se taire, ne rien dire et des fois se laisser tabasser. Je pense que dans le monde, il n'y a pas une femme
qui n'a pas été agressé d'une façon ou d'une autre. Oui, verbalement, psychologiquement, physiquement, ça a toujours été le cas. Mais il Je faut rester pense fort. qu'il faut que quelqu'un lève la main pour dire j'ai jamais eu la violence, n'importe quel type de violence. Ce n'est pas le féminisme. Quand tu le évoques, on dit ce sont des féministes. Elles parlent parce qu'elles sont féministes, Non. mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, nous arrivons déjà pratiquement au terme de cette émission. Alors, avant de partir, dites-nous un peu, qu'est-ce qui sera prévu au sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin? Quelles sont les activités qui vont concourir? Qu'est-ce qui va exposer? Quelles seront les thématiques abordées? Dites-nous un peu face à la caméra pour qu'on soit mieux informé. Oui. Et nous avons 3 jours. 3 jours, c'est les 22, 23 et 24. 22 et 23, c'est des journées, des conférences, des panels, des tables rondes. Et les derniers jours, il y a une visite le matin avec des entreprises, des partenaires, des possibles partenaires. Et le soir, ça va être les galas de fermeture. Dans les panels et conférences, il y a 6 panels par jour de conférenciers, des professeurs d'université, des experts dans l'entrepreneuriat. On va toucher l'entrepreneuriat rural, on va toucher la digitation, l'intelligence artificielle, et les cyber... la cybercriminalité. Oui, il y a tout entourant l'entrepreneuriat. Voilà, et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire si quelqu'un nous regarde du Cameroun et qui souhaiterait être à ce sommet? Oui, ça se passe comment? Dans chacun des pays qu'on a visité, que Manalende a visité, il y a un comité. Ici au Cameroun, il y a un comité qui est en charge de la présidente de la tutelle. Donc, Madame Moutlen au ministère des Postes et Télécommunications, bon, bref, je veux dire, celles qui souhaitent participer, vous pouvez écrire le numéro à mon numéro qui s'affiche à l'écran et puis je vous répondrai, on vous mettra en contact avec cette dame. Vous pourrez m'écrire, celles qui souhaiteraient participer au Canada à ce grand sommet de l'entrepreneuriat féminin. Alors, merci d'être passé chez nous, ça a été un plaisir de vous recevoir, vous qui venez de si loin au Canada. C'est combien d'heures de vol déjà pour arriver ici au Cameroun? 29. 29 heures de vol. J'ai parlé dimanche. C'est le bout du monde. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On espère que le public a été averti et puis assez déjà reçu beaucoup d'informations. Néanmoins, un bon retour au Canada et puis on se dit peut-être à bientôt. On ne sait pas où. Peut-être la vie va nous mener et notamment passer un bon week-end et puis rentrer bien. Merci à tous. Excusez-moi, j'aimerais ça te voir au Canada. Ah, merci. Ce sera une très bonne idée. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à Ben Vass à la réalisation, à Janvier à la diffusion, à Dio PDG de Novin qui nous a suivis attentivement sur cette émission. Et puis, surtout ne partez pas. On a Olga Bessala qui a l'émission Palabre des jeunes. Elle viendra peut-être ici nous déballer, n'est-ce pas, les problématiques jeunes et puis notamment essayer d'étayer avec les solutions. Passez un bon week-end et on se dit à samedi prochain. Merci. Bonjour.